Chers collègues, avec votre autorisation, j'invite les collègues Claudel Louba et André à prendre la parole pour nous présenter l'économie de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile. Merci, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, je vous remercie encore une fois, Honorable Président, de l'opportunité que vous m'offrez de revenir à cette tribune pour apporter les réponses qui conviennent aux préoccupations légitimement exprimées par les collègues à l'occasion du débat général sur la proposition de loi relative à l'aviation civile, proposition que j'ai l'honneur de présenter à cette auguste Assemblée pour solliciter de sa part le vote en vue de sa recevabilité. Je remercie tous les collègues pour leurs interventions au cours de ce débat général consacré à la réforme de la loi sur la gouvernance de l'aviation civile dans notre pays. Toutes ces interventions, même celles qui ont posé la question de la ratio legis, ont affirmé et justifié l'opportunité de cette réforme. Au-delà de cette unité de perception et de la nécessité de la réforme, pour laquelle tous les intervenants ont requis le vote de recevabilité, j'ai noté quelques suggestions et des ajustements formulés par les estimés collègues en vue d'améliorer la proposition initiale, soit par la réécriture des parties du texte, soit des ajouts, soit encore des suppressions de certaines innovations. Honorable Président, à l'occasion de ce débat général qui a suivi la présentation de la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, toute mon attention a été attirée particulièrement sur l'intérêt, l'enthousiasme et la ferveur avec lesquels les collègues ont accueilli dans cet hémicycle la proposition de loi sous examen. J'ai noté également, à travers les différentes interventions, la reconnaissance unanime de l'insécurité qui caractérise le secteur de l'aviation civile dans notre pays et la détermination de tous les honorables députés de faire sortir, par l'adoption de cette proposition de loi, la RDC de cette situation en renforçant le dispositif de sécurité et de sûreté aéroportuaire. Le souci majeur que j'ai observé dans le chef de tous les collègues et qui est rencontré par la présente proposition de loi, c'est de sortir la RDC, notre pays et ses compagnies aériennes de la liste noire sur laquelle ils sont inscrits depuis plusieurs années et qui porte atteinte à l'image de notre pays et constitue un handicap à son rayonnement. Je tiens à saluer non seulement l'engagement des collègues,
mais aussi la pertinence de leur contribution. Au-delà de ce constat, je ne peux manquer de rappeler que les collègues ont fait et exprimé des préoccupations, tant sur la forme que sur le fond. Je vais m'efforcer, tant soit peu, de rencontrer ces différentes préoccupations à travers les éléments de réponse fournis ci-dessous. Honorable Président, intervenant du haut de cette tribune, les honorables Guy Mafuta, Crispin Bindoulé, François Zekouye et Daniel Safou ont exprimé des craintes sur le risque de disparition de la Mételsat du fait du pouvoir reconnu à juste titre par l'article 99 de la présente proposition de loi à l'autorité de l'aviation civile, celle de choisir le fournisseur de services météorologiques. En réponse, je tiens à relever de prime abord que l'article 99 de cette proposition de loi traduit la volonté de la RDC de garantir la mise en œuvre de l'annexe 3 à la Convention relative à l'aviation civile en rapport avec l'assistance météorologique qui a pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne. Une défaillance en matière des données météorologiques peut avoir des conséquences énormes. D'où la nécessité pour l'autorité de l'aviation civile de choisir un fournisseur d'assistance météorologique disposant des moyens de télécommunication suffisants en vue de fournir les renseignements météorologiques nécessaires aux exploitants, aux organes de conduite, aux organes de service de la communication aérienne, aux organes de service de recherche et de sauvetage et à la direction des aéroports ainsi qu'aux autres intéressés. Ensuite, je tiens à rassurer les collègues sur le fait que l'article 99 précité n'entraînera nullement la disparition de la Mételsat qui demeure en l'état actuel le seul fournisseur attitré des renseignements météorologiques à la navigation aérienne. Le rôle confié à l'autorité de l'aviation civile par cette disposition est de permettre à cette dernière d'assurer la supervision de la fourniture de renseignements météorologiques uniquement au transport aérien. Honorable Président, permettez-moi de rappeler à l'auguste Assemblée que depuis plusieurs années, les compagnies aériennes internationales qui desservent notre pays se plaignent avec raison de la qualité et de la non-fiabilité des données météorologiques mises à leur disposition. Sans conteste, Mételsat est et demeure l'organe compétent en la matière. Cependant, l'État devra l'outiller pour qu'il réponde opportunément à ses attributions, dont celle de mise à disposition des informations fiables aux différents services en matière de données météorologiques. Toutefois, dans le cadre de l'aviation civile, c'est bien l'autorité de l'aviation civile qui en assure la supervision conformément à l'article 3 à la Convention relative à l'aviation civile internationale. Pour leur part, les honorables Zekouye, Sakata, Tambwe et Ouvundia
dont je salue la pertinence des interventions, ont également exprimé une préoccupation sur les dispositions de l'article 6 de la présente proposition de loi qui ferait de l'autorité de l'aviation civile une autorité gouvernementale ou qui porterait atteinte aux attributions du ministre des Transports. Je les ai compris. J'aimerais les apaiser et les rassurer. Sur ce point, je tiens à relever qu'aucune disposition de cette proposition de loi ne vise à porter atteinte aux attributions constitutionnelles du gouvernement, qui reste le seul organe habilité à définir la politique nationale dans le domaine concerné par cette proposition. Le ministre ayant les transports dans ses attributions conserve pleinement son pouvoir de mettre en œuvre la politique gouvernementale dans ce domaine et exercera bel et bien son pouvoir de tutelle sur l'autorité de l'aviation civile conformément à la loi qui régit les établissements publics. Aussi, plusieurs dispositions de cette proposition de loi réaffirment le rôle central du gouvernement dans la gestion de la sécurité aérienne et reconnaissent au ministre ayant le transport dans ses attributions de larges pouvoirs en matière de sûreté de l'aviation civile. Par ailleurs, le renforcement des pouvoirs de l'autorité de l'aviation civile opéré par la présente proposition de loi est destiné à permettre à cette autorité de jouer correctement son rôle de régulation sans trop d'interférences qui pourraient nuire à son travail et affecter son indépendance en tant que conseiller technique du gouvernement en matière d'aviation civile. De façon plus explicite, en ce qui concerne le rôle de l'autorité de l'aviation civile et des différents services dédiés dans la loi 10/014 du 31 décembre 2010, il convient de noter que la loi en vigueur confie en son article 6 à l'autorité de l'aviation civile l'administration, la réglementation technique et la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile. Ce sont ces dispositions qui sont explicitées pour mieux répondre aux préoccupations formulées lors des différents audits de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Pour mieux cerner la manière dont notre système d'aviation civile est organisé et fonctionne, il est apparu indispensable de clarifier toutes ces notions d'administration, de réglementation et de supervision de l'aviation civile avec comme référence le document 97-34 précité ainsi que les bonnes pratiques d'usage dans les autres administrations de l'aviation civile performantes à travers le monde et particulièrement en Afrique, comme c'est le cas au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et j'en passe. Concernant les autres services, l'organigramme y relatif a été mis en place, déterminant de façon claire les attributions de chaque branche. Je dispose de ce document et je le verserai à toutes fins utiles à la Commission. Donc, c'est loin d'être une particularité congolaise en la matière. À cet effet, je puis me permettre de confirmer que la présente proposition de loi fait juste la mise à jour de la loi 10/014 du 31 décembre 2010 en rendant certaines de ces dispositions
conforme aux principes de base de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans cette optique, je ne soutiens pas l'idée qu'il y aurait une inflation des compétences en faveur de l'autorité de l'aviation civile qui fait de l'administration, de la réglementation technique et de la supervision de l'aviation civile. Il est ici question de faire aboutir la réforme puisque des progrès ont été réalisés et il va falloir maintenir le cap. Les honorables Nzekouye, Boulé, Sakata, Tamboué et Djoli trouveront donc ici les réponses à leurs préoccupations. Les mêmes collègues disent avoir constaté que cette proposition de loi donnerait également trop de pouvoir à l'autorité civile, de l'aviation civile. Ici également, il convient de rappeler que si notre pays a connu pas mal d'accidents mortels dans le passé, et si les compagnies aériennes certifiées dans notre pays sont interdites de circulation dans le ciel européen et ailleurs jusqu'à ce jour, ce n'est pas la faute de la RVA, ce n'est pas la faute de la Metelsat, encore moins du bureau d'enquête, mais c'est plutôt la faute de l'autorité de supervision, en l'occurrence l'autorité de l'aviation civile, dont la capacité réglementaire et technique a été remise en cause et jugée peu satisfaisante. Voilà pourquoi l'audit de 2006 avait d'abord exigé qu'une loi relative à l'aviation civile soit votée et promulguée et que celle-ci institue formellement une autorité de supervision. Cette étape a été franchie en 2010 par la promulgation de la loi qui fait l'objet de ma proposition d'amendement. À la suite de l'audit de 2013, il a été relevé que l'autorité de supervision instituée en 2010, le taux de conformité aux normes internationales n'a été que de 26,1%. Lors de l'audit de novembre 2018, l'autorité de supervision a fait un bond en avant en atteignant le taux de 51% de conformité, alors que la moyenne actuelle est de 75%. Ainsi, le gap de 34% qui nous sépare de la moyenne mondiale ne saurait être atteint qu'au moyen des différents amendements contenus dans la présente proposition de loi. Ces amendements auront des conséquences sur les différentes mesures d'exécution qui devront être rapidement actualisées avant le début de l'audit du 31 août 2022. En bref, sur cet aspect, s'il est établi que la majorité d'amendements proposés vise l'autorité de supervision, donc l'autorité de l'aviation civile, c'est justement parce que c'est bien elle dont les capacités doivent être renforcées suivant les recommandations et orientations documentées contenues aussi bien dans les rapports des audits précédents que dans les 790 questions de protocole auxquelles notre pays doit répondre au cours du prochain audit. Honorable Président, le collègue Daniel Mbao reproche à la présente proposition de loi de méconnaître le principe de proportionnalité de peine en ce que les articles 184, 184A, B et C fixent la même peine alors que les faits incriminés n'ont pas la même gravité. Je tiens à relever que tous les comportements
de nature à menacer la sécurité des avions et des passagers sont pour moi d'une extrême gravité qu'ils méritent tous une même sanction pour décourager tous ceux qui s'adonnent aux pratiques incriminées ici. Le collègue Boulet a invité l'auguste Assemblée à imaginer la possibilité d'intégrer l'aviation militaire dans cette proposition de loi. Ceci n'est pas envisageable dans le cadre de cette initiative dont le champ d'application est limité à l'aviation civile et à l'aviation civile uniquement. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, les aéronefs utilisés dans les services militaires, de douane ou de police sont considérés comme des aéronefs d'État. Ceux-ci n'étant pas des aéronefs civils, ils échappent donc à cette réglementation et font l'objet d'une réglementation particulière. Aussi, je rappelle que pour des raisons évidentes liées à la sécurité, tous les États signataires de la Convention de Chicago avaient de commun accord levé souverainement l'option d'exclure l'aviation militaire du champ d'application de la Convention. C'est ce qui justifie son intitulé, Convention relative à l'aviation civile internationale. Ainsi, en interne, notre loi est aussi intitulée de sorte à éviter tout amalgame. Toutefois, considérant qu'assez souvent, les forces armées utilisent les mêmes infrastructures et le même espace aérien que les opérateurs civils, l'Organisation de l'aviation civile internationale encourage les États à mettre en place des mécanismes de collaboration civilo-militaire. Les informations en ma possession indiquent que des projets de texte devant matérialiser cette approche ont déjà été soumis pour compétence aux ministres ayant le transport et la défense dans leurs attributions. Honorable Président, dans son intervention, le collègue Sakata Gari a relevé n'avoir pas constaté la prise en compte de la dimension de la protection de l'environnement par la présente proposition de loi. Je rassure les collègues que la dimension de protection de l'environnement dans le domaine de l'aviation civile a été prise en compte. Cette question fait l'objet du titre 10 de la présente proposition de loi. L'article 168H impose aux exploitants et aux fournisseurs de services de l'aviation civile l'obligation de se conformer aux normes en vigueur en matière de protection de l'environnement et plus généralement de veiller à l'élimination ou au recyclage de leurs déchets, à lutter contre la pollution qu'ils causent. Pour leur part, mes collègues Emery Okundi et Jacques Ndjoli se sont, dans une certaine mesure, interrogés sur l'opportunité de cette proposition de loi dans un contexte où les lois existantes souffriraient d'un réel problème d'exécution. Tout en partageant ce cri de détresse, j'estime qu'il est temps pour notre Chambre, à travers sa commission d'évaluation des politiques publiques et d'exécution des lois, de jouer pleinement son rôle, à savoir celui d'assurer le suivi de l'exécution effective de lois par le gouvernement et ses services. Honorable Président, il m'a enfin été demandé d'indiquer le lien entre la présente proposition de loi et la sortie de la liste noire et les autres listes de bannissement. Comme vous le savez, Honorable Président,
notre pays figure sur les listes de bannissement en raison de la non-conformité aux normes internationales constatées au cours des différents audits menés par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Cette non-conformité relevée au niveau de tous les composants de notre système de l'aviation civile a créé une situation de complaisance vis-à-vis des accidents et incidents d'aviation qui n'en sont qu'une conséquence malheureuse. La loi sur l'aviation civile constitue cette racine vitale sur laquelle repose tout le système. Les faiblesses de la loi en vigueur impactent tous les autres éléments du système. À ce jour, le niveau de conformité de notre loi a atteint 51%. Nous espérons avoisiner les 70% avec cette proposition de loi qui aura pris en compte tous les reproches faits à la loi en vigueur. L'audit de septembre prochain doit être donc perçu par nous tous comme cette opportunité à saisir pour que l'Organisation de l'aviation civile internationale puisse constater les avancées réalisées dans tous les domaines qui seront également impactés. Avec le résultat de cet audit, la porte sera ainsi ouverte à la RDC pour engager le processus de sortie des listes de bannissement. En fait, et en guise de rappel, notre pays est membre à part entière de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour avoir ratifié la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale depuis le 27 juillet 1961. À cet effet, l'exploitation du transport aérien doit s'effectuer suivant les mêmes standards de sécurité et de sûreté partout dans le monde, que l'on soit en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Azerbaïdjan, au Pérou et ailleurs, de sorte qu'une licence de pilote, par exemple, dès lors qu'elle est délivrée en RDC suivant les standards universels reconnus, son titulaire a le droit de s'en prévaloir et de la faire valoir même aux États-Unis d'Amérique et jouir ainsi des privilèges que celui-ci confère conformément aux procédures en vigueur à la matière, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, à la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le cadre institutionnel découlant de la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 reste maintenu avec les principaux intervenants ci-après. 1. Le président de la République reste l'autorité compétente pour fixer par ordonnance l'étendue et l'emplacement des zones interdites de survol et pour nommer les mandataires publics dans les entreprises et établissements publics. 2. Le Premier ministre est reconnu comme autorité compétente pour fixer par une série de décrets délibérés en Conseil des ministres les mesures d'exécution de la présente loi. 3. Le ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions demeure l'autorité de tutelle et a la compétence de prendre des arrêtés sur les matières bien définies par la loi. 4. L'autorité de l'aviation civile édicte les règlements aéronautiques qui sont en fait la domestication en RDC des annexes à la Convention de Chicago. 5.
la RVA demeure gestionnaire des infrastructures aéroportuaires de l'État et fournisseur de services de navigation aérienne en attendant la mise en œuvre des dispositions de l'article 94 de la loi qui préconise plutôt la création d'un organisme public en lieu et place d'une société commerciale qu'est la RVA actuellement. 6. La Metelsat demeure le seul et l'unique fournisseur de renseignements météorologiques à la navigation aérienne. Et c'est enfin le Bureau permanent d'enquête d'accidents et incidents d'aviation demeure le seul service public compétent pour mener les enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation sur toute l'étendue du territoire national. Honorable Président, l'adoption de cette proposition de loi aura certes le mérite de permettre à notre pays d'améliorer la navigation régissant la législation, régissant le secteur de l'aviation civile en RDC, en la rendant davantage conforme aux normes et pratiques recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale et aux instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays. Il est donc acquis que l'ambition portée par la présente proposition est de permettre aux exploitants de nos aéroports et aux compagnies aériennes congolaises d'opérer dans les conditions optimales de sécurité et de sûreté requises dans l'intérêt des usagers et de l'environnement, et à court terme, si ces normes sont de stricte application, d'envisager la sortie de nos compagnies d'aviation des listes noires des compagnies aériennes interdites de survol dans certains espaces aériens. Point n'est donc besoin de rappeler à l'auguste Assemblée l'urgence et la nécessité qu'il y a de doter notre pays d'une nouvelle loi régissant l'aviation civile durant cette session qui tend vers sa fin. Comme indiqué ci-dessus, son adoption permettra à coup sûr à la RDC de faire face à l'audit prévu au début du mois de septembre de l'année en cours. Au-delà de cet audit, la loi modifiée permettra également de sécuriser la population en lui évitant des accidents et des incidents d'aviation devenus monnaie courante dans notre pays. Il va sans dire que nous rendrons service à la République en adoptant avec diligence cette proposition de loi dont j'appelle humblement et modestement les collègues à voter en faveur de sa recevabilité. Honorable Président, honorables députés, j'ai dit, je vous remercie. Nous vous remercions, chers collègues. Chers collègues, installez-vous. Honorables députés, chers collègues, après ces réponses, le débat général sur la proposition de loi sous examen est clos. À présent, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour la recevabilité de cette proposition de loi? Merci, chers collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare
recevable la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile. Chers collègues, nous référant à notre agenda de la session, nous l'envoyons pour un examen approfondi à la Commission Aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Bureau invite la Commission à mettre tout en œuvre pour réaliser le travail lui confié dans un délai de 10 jours. Ce délai court du vendredi 20 au lundi 30 mai 2020. Il est demandé aux collègues non membres de cette commission de prendre une part active aux travaux de celle-ci en vue de leur enrichissement. Il en est de même de l'obligation qu'ont les membres du gouvernement concernés par cette matière de participer à toutes les réunions de la commission. Honorables députés, chers collègues, ceci dit, votre bureau félicite très sincèrement, au nom de l'Assemblée plénière, notre collègue Lubaya Claudel André pour son initiative législative et les explications fournies à l'auguste Assemblée. Nous lui demandons de regagner son siège dans l'hémicycle sous vos applaudissements.